Excellences, Monsieur le Président de la République, avec nos hommages les plus déférents, nous tenons d'abord à vous remercier de l'initiative que vous avez prise ce jour pour vous entretenir avec la presse. On se souviendra qu'il y a eu des années qui se sont écoulées sans point de presse, et je me fais le devoir de vous transmettre les sentiments de profonde gratitude de tous mes confrères et consoeurs qui sont ici, parce qu'à plusieurs reprises, ils ont sollicité soit une interview, soit une conférence de presse. Mais avant de passer au jeu de questions et réponses, je voudrais respectueusement connaître votre sentiment aujourd'hui, à l'occasion de votre anniversaire, l'accession à la magistrature suprême, Excellence, Monsieur le Président. Je veux bien, monsieur. On aura le temps, n'est-ce pas, et je vous dirai exactement ce que je pense. Et 17 ans, jour pour jour, n'est-ce pas? Après en prestation de serment, c'était sur place ici, n'est-ce pas? Oui. Au même endroit, même rotonde du palais de la Nation. On aura le temps pour ça, mais vas-y, il faut continuer. En ce qui concerne l'actualité, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous écoutons. Le son. Est-ce que tu peux reposer la question? En ce qui concerne l'actualité, nous vous écoutons maintenant, Excellence, Monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur. Mesdames et messieurs de la presse, peut-être que le point de départ, je veux plutôt dire meilleurs vœux. Mais encore le mois de janvier, c'est le 26 janvier. Meilleurs vœux à vous tous. Je n'aime pas qu'elle soit une conférence de presse. Moi, je préfère que ce soit une conversation. On peut appeler ça une conversation avec le président. Pas nécessairement une conférence de presse. La toute dernière rencontre remonte, je crois, bien en 2012, je crois, le mois de janvier ou février 2012. Mais je disais donc qu'aujourd'hui, cela fait exactement 17 ans, jour pour jour, depuis que j'avais prêté serment pour la première fois sur place ici. Et 17 ans. Et ma démarche aujourd'hui, mesdames et messieurs, a comme but, comme objectif principal, de clarifier la situation, d'informer l'opinion, de corriger et certainement de rassurer notre peuple, notre population. Parce que je constate que depuis plusieurs années, on vous a tout dit, alors tout, sauf la vérité. On a beaucoup parlé de la République démocratique du Congo. De tout ce qui est négatif,
et jamais de ce qui se passe de positif dans notre pays. Alors d'une façon schématique et très brièvement, je vous donnerai mon point de vue et ma lecture de la situation, ou l'évolution de la situation, et ma position aussi. Ce qui concerne la situation politique, ou tout d'abord la situation sécuritaire dans notre pays, la situation politique, le processus électoral en cours, nos relations avec nos voisins, les 9 voisins, nos relations avec le partenaire, nos relations avec la MONUSCO et bien entendu la situation économique, sociale et la reconstruction. Et bien sûr, après, on aura le petit jeu de questions et réponses. Mais peut-être avant d'aborder les 5 ou 6 points, il faut commencer, je pense, il faut commencer par le commencement. Le commencement, c'est le 26 janvier 2001. 10 jours avant cette date, 10 jours avant le 26 janvier 2001, le Congo, la République démocratique du Congo venait de perdre son président, Laurent Désiré Kabila, assassiné dans son bureau. Le Congo était en pleine guerre, une guerre d'agression, avec des armées d'occupation du nord au sud du pays, de Zongo à l'équateur jusqu'à Puerto, au Katanga. Le pays était divisé en plusieurs zones d'influence, avec des chefs de guerre et des armées étrangères. À un certain moment, il y a même ceux qui avaient appelé ou avaient cru que c'était le Far West. Il y avait des zones de non-droit, principalement à l'est du pays, le nord-nord-est du pays. Le dialogue ou le processus de dialogue était en panne. Il n'y avait pas de perspective claire quant à l'issue de ce dialogue, quant à la réunification du pays. Quant à l'organisation des élections. C'était ça, la situation, le 26 janvier 2001. Quant à la situation économique, il n'y avait même pas lieu de parler d'un cadre macroéconomique qui n'existait pas. Les indicateurs étaient au rouge, le taux de croissance négatif, et on avait une dette de 14 milliards de dollars qui pesait sur nous. Une dette à payer, une dette qui n'était pas
contractée par Laurent Désiré Kabila, mais une dette que le Congo devrait payer. Bref, une situation catastrophique. Face à cette situation, dès le 26 janvier 2001, j'avais identifié ce que j'avais appelé les priorités de priorités. Priorité de priorités, c'était la réunification du pays, c'était la pacification du pays, la relance du processus de négociation, la stabilité du cadre macroéconomique et bien entendu, après la réunification, la pacification, l'objectif c'était d'aller et d'amener le pays aux élections. Et en toute modestie, nous avons réussi à réunifier le pays entre 2003 et 2006. On a stabilisé le cadre macroéconomique. La pacification du pays était en cours en 2006. Et on avait relancé le processus du dialogue, négociation politique. Et l'objectif ultime, c'était l'organisation des élections. Les élections organisées en 2006, bien sûr. Et depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, une politique volontariste a été engagée dans le domaine de la reconstruction du pays et bien d'autres domaines d'ailleurs. Reconstruction du pays par de grands travaux. Et je peux continuer à énumérer nos réalisations depuis 2001, 2006, 2011 jusqu'à aujourd'hui. Mais ça, ce n'était que l'introduction. C'était pour vous rappeler d'où est-ce qu'on vient. On était où en 2001 et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, en 2018. Alors tout d'abord, la situation sécuritaire. Sur les 26 provinces que compte notre pays aujourd'hui, il n'y a que 2 provinces là où nous avons une situation que je peux qualifier d'inquiétante. C'est la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu. Et sur les 145 territoires, il y a 5 à 6 territoires qui sont affectés. Mais quelle est la situation dans la province du Nord Kivu? Vous êtes sans le savoir que après l'entrée massive de réfugiés à l'est du pays par le Nord Kivu, la porte c'était Goma, et le Sud Kivu, Bukavu et Uvira,
les réfugiés rwandais et burundais, ces réfugiés n'étaient pas venus seulement avec leurs bagages, leurs enfants, chefs. 2 à 3 millions de réfugiés. Avec des centaines de milliers de Kalachnikov à la main. Et c'était le début de notre cauchemar. C'était le début de l'insécurité dans ces 2 provinces. Et bien avant les années 90, bien avant, il y avait effectivement le début d'une insécurité dans la province principalement du Nord Kivu. Mais avec l'arrivée massive de réfugiés et les armes qui sont entrées dans le pays et d'une façon incontrôlée, la province du Nord et Sud Kivu n'ont pas jusque-là connu une paix d'une façon générale à travers les 2 provinces, comme à l'instar d'autres provinces du pays. En 2005, après la réunification, on avait au total au-delà de 300 000 hommes issus des mouvements rebelles et les forces armées congolaises à l'époque. En 2006, on avait levé l'option de démobiliser au-delà de 100 000, 150 000 hommes. Et l'objectif, c'était de construire une armée nationale, une armée républicaine. Mais dans la province du Nord Kivu, il n'y avait pas que le rebelle, entre guillemets. Il y avait des groupes armés étrangers. FDLR, les ADF, le Maï Maï et bien d'autres groupuscules. Le problème le plus sérieux que nous avons aujourd'hui dans la province du Nord Kivu, c'est autour de la ville de Beni, ou le territoire de Beni. Et c'est avec un mouvement terroriste. Ce mouvement, sont les ADF. Un groupe armé extrémiste venant d'Ouganda les années 86-87. Ils se sont installés dans le massif de Rwenzori du côté congolais. Et depuis 2 ou 3 ans, ils sont radicalisés. Et ils ont commencé à mener des opérations et des attaques contre la population civile. Au moment où nous parlons, il y a des opérations qui sont en cours contre ce mouvement. Et l'objectif, c'est d'éradiquer cette menace terroriste une fois pour toutes. Et par ricochet, les opérations vont se poursuivre au Nord Kivu
compte, d'autres mouvements et groupuscules sont à la base de l'insécurité dans cette province. Le Sud Kivu, c'est presque la même situation, à l'exception près. L'exception, c'est que ce sont des groupuscules où le mouvement dit de Maï Maï, mais allié aux étrangers, aux rebelles burundais, ils avaient déclenché les opérations contre la population, contre l'État congolais, contre la République, fin de l'année passée. Et face à cette situation, on était obligé une fois de plus de mobiliser et de déployer les forces armées dans cette province. Et au moment où nous parlons, effectivement, il y a des opérations qui sont en cours. Et l'objectif, in fine, c'est de mettre fin à cette insécurité dans la province du Sud Kivu. Si la conférence de presse ici, où cette conversation était organisée il y a 5, 6, 7, 8 mois, j'allais aussi évoquer la situation au Kasaï comme une situation dramatique. Mais depuis 4 ou 5 mois, à 95%, on a déjà mis fin à la situation qui était effectivement grave, une situation dramatique au Kasaï d'une façon générale. Cela veut dire la province du Kasaï, le Kasaï central, le Kasaï oriental, une partie de la province de Lomami et même Olomami, et aussi la province du Sankuru. Une partie de la province du Sankuru, la partie sud. C'était le phénomène Kamwina Nsapu. On a déclaré ce mouvement aussi un mouvement terroriste par ses agissements, son idéologie et les actes posés contre la population et contre les institutions de la République, les institutions au niveau de la province. Mais est-ce que c'est une nouvelle situation? Il semble que on avait déjà connu une situation pareille en 1959. À l'époque, le Congo était administré par le Belge. Et puis par la suite, en 1961, avec le même modus operandi, la même façon d'agir, même massacre. Un jour, j'avais même posé la question au président du Sénat. Qu'est-ce qui se passe finalement? Quel est ton point de vue? Et il m'avait dit, Monsieur le Président, on avait déjà connu cette situation et qu'à l'époque, ce n'était pas du tout possible de poursuivre les responsables. Et voilà, on avait tourné la page. Et pendant la conférence qu'on avait organisée
à Kananga. J'avais aussi posé la question, cette fois-ci c'était au chef coutumier. Et c'était la même réponse. Monsieur le Président, on avait déjà connu cette situation. Pas seulement en 1959, mais aussi en 1960. Et c'était grave, c'était dramatique. 60-61. Et la solution qu'on avait trouvée, c'était une cérémonie au niveau du lac Mukamba. Une cérémonie traditionnelle. Et voilà, c'était la fin. Bref, que ce soit en 59 ou en 61, ma lecture, c'est qu'il y avait l'impunité. Et cette impunité a poussé les gens, une fois de plus, de croire qu'ils pouvaient faire la même chose et que l'État allait, n'est-ce pas, agir de la même façon. Cette fois-ci, la réponse est catégorique. Catégorique dans le sens, cette fois-ci, c'est la justice qui va s'en occuper. Et il faudra qu'il y ait effectivement des sanctions exemplaires. Et ceci est valable pour le sud Kivu, pour le nord Kivu, et pour la province ou les provinces du Kasaï. Mais au Kasaï, j'aimerais bien relever 2 ou 3 points. C'est cette tendance à minimiser ce qui s'est passé sur place. Mais ce qui s'est passé au Kasaï, je considère grave et même extrêmement grave. Pourquoi est-ce qu'il y a cette tendance de minimiser ce qui s'est passé? Point d'interrogation. Qui a essayé de minimiser ce qui s'est passé? Le leader politique, le leader au sein de nos églises. Tout en sachant que ce sont des terroristes criminels qui ont été à la base de beaucoup de crimes et beaucoup de massacres. Mais on a toujours dit, non, non, ce sont plutôt de personnes non autrement identifiées. Même quand ces mêmes criminels se sont attaqués et aux églises et aux édifices publics et à la CEDI. Le point positif au Kasaï aujourd'hui, c'est que à 95%, les 4-5 provinces sont pacifiées. Le processus d'enrôlement est en cours. Nos compatriotes partis en Angola suite au crime de ces terroristes sont déjà de retour. Et les forces armées et la police, on a le contrôle de 100% du territoire dans ce cas de 5 provinces. Mais néanmoins, il reste encore ici et là les récalcitrants. Et au fur et à mesure, ces récalcitrants sont devenus des coupeurs de route.
Et leur cible, c'est la population, le paisible citoyen. L'objectif in fine qu'on a assigné à notre armée, la mission confiée à l'armée nationale, le FARDC, c'est effectivement de mettre fin à l'insécurité dans les 3-4 provinces la province du Nord Kivu, Sud Kivu, au Kasaï et une partie, 2 ou 3 localités dans la province du Tanganyika. Effectivement, de gagner la guerre, mais j'ai l'habitude de dire que pour nous, l'objectif, c'est plutôt de gagner la paix. Après avoir gagné la guerre, l'objectif ultime, c'est de gagner la paix. Et pour gagner cette paix, on aura toujours besoin de tout le monde, de la nation tout entière. On trouvera le temps de revenir peut-être sur cette question ou sur la situation sécuritaire dans le pays. Maintenant, la situation politique et le processus électoral en cours. Tout d'abord, un bref aperçu historique du processus électoral dans ce pays, du moins depuis 2003. Après la réunification du pays, on s'était, nous tous, classe politique, la société civile et la population, on s'était mis d'accord sur le fait que, après la réunification, il fallait organiser les élections. Mais avant l'organisation des élections, il fallait adopter une constitution. Et cette constitution devait être adoptée par référendum. Et en 2006, après l'adoption par le Parlement de transition, la constitution était effectivement adoptée par référendum. Mais peut-être que ce que vous avez déjà oublié, c'est que je suis peut-être le seul à avoir battu campagne pour l'adoption de cette constitution. Le seul à travers le pays. Les autres avaient carrément rejeté la constitution. Ils étaient restés sur place ici à Kinshasa. Dans les bistrots, dans les ambassades. Alors que j'étais sur le terrain, en train de battre campagne pour l'adoption de la Constitution. Et quand je vois ceux qui prétendent défendre la Constitution aujourd'hui, je ne fais que m'éclater, n'est-ce pas, de rire. Ils défendent la Constitution aujourd'hui, une Constitution qu'ils avaient rejetée. Et ils avaient même déclaré que bien avant l'adoption même de la Constitution, oui, même si cette Constitution est adoptée, la toute première mission des députés
élus et sénateurs, ce sera de rejeter cette constitution et de nous proposer une autre constitution. Parmi ceux qui avaient rejeté la constitution en vigueur, c'est l'Église catholique. Même si on a une mémoire courte, mais 2006, ce n'est pas quand même loin. Il y a à peine 12 ans. C'est quand même grave de voir la capacité de l'homme ou des hommes, leur capacité de se dédire. Quant à moi, je suis resté constant depuis l'adoption de cette constitution. Adoption et promulgation de cette constitution. Et d'ailleurs, je considère que c'est ma constitution. Mesdames et messieurs, vous devez le savoir, la démocratie est un choix politique et idéologique pour nous. C'est un choix politique et idéologique. Et que c'est par conviction. Ce n'est pas par contrainte qu'on a accepté d'aller aux élections en 2006, en 2011. Ce n'était pas du tout par contrainte. Pas du tout. C'était une décision bien réfléchi. Et pour moi, c'était ça le passage obligé. L'unique passage d'ailleurs. Pour atteindre ce que j'appelais la pacification totale du pays, la cohésion et la reconstruction du pays. Mais qui a tué la démocratie dans ce pays? On parle assez souvent de la démocratie en République démocratique du Congo. On oublie complètement qu'à un certain moment, cette démocratie existait déjà. Qui a tué la démocratie dans ce pays en 1960? À peine 6 mois après son élection, le Premier ministre élu était assassiné. C'était la mort de la démocratie. On avait, oui, tué un homme, Patrice Emery Lumumba, mais avec lui, c'était la fin de la démocratie. Et qui a restauré la démocratie, qui a rendu effective cette démocratie? Et je pense que ceux qui ont tué la démocratie, qui ont assassiné le Premier ministre élu dans ce pays, devaient être beaucoup plus humbles et afficher une attitude
d'humilité, au lieu de croire aujourd'hui qu'ils peuvent devenir les donneurs de leçons en matière de démocratie dans ce pays. Le Congo n'est pas du tout complexé par le niveau atteint en consolidation de sa démocratie. Ces institutions, on n'est pas du tout complexé. Vous ne devez pas du tout vous sentir complexé. La liberté de la presse, la liberté d'opinion. Et je pose souvent la question à mes interlocuteurs. Citez-moi un seul pays autour de nous, un seul, qui a une presse libre comme ici en République démocratique du Congo. Un seul pays qui a une presse aussi libre. Citez-moi un seul pays qui a autant de partis politiques. Autour de nous, il ne faut pas aller beaucoup plus loin, on n'a que 9 voisins. Citez-moi un seul pays là où un journaliste se réveille un bon matin, après avoir bu toute la nuit, et se pose la question, qui est-ce que je vais embêter aujourd'hui? De qui est-ce que je veux parler aujourd'hui? Qui est-ce que je peux injurier aujourd'hui? Non, l'autre, je l'ai injurié avant-hier. Non, M. Kabila aujourd'hui. C'est dans quel pays? Nulle part. C'est ça la réponse. Mais délibérément, on s'est dit, il faut laisser les gens s'exprimer. Injurier, je ne suis pas du tout d'accord. Calomnier, pas du tout. Mais laisser les gens s'exprimer. Savez-vous ce que les voisins disent de nous? Oui, Monsieur le Président Kabila, mais qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? Comment ça se fait que vous avez une 60aine de chaînes de télévision, de radio, et ils se mettent comme ça? Ici chez nous, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais Monsieur le Président Kabila, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous avez des hommes politiques qui déclarent matin, midi, soir ce qu'ils veulent et ils ne sont pas du tout inquiétés? Et ma réponse a toujours été, c'est ça le Congo, c'est ce qui fait du Congo un grand pays. Mais bien entendu, il y a des limites, il faut qu'il y ait des limites. Sinon, ça sera le libertinage et le chaos. Alors, il n'y a personne qui peut ou qui doit prétendre que la démocratie est arrivée au Congo parce que ils avaient voulu. Non, c'est parce que nous, le Congolais, peuple congolais, on a fait ce choix. On a levé cette option. Maintenant, le processus électoral. 2006, après l'adoption de la Constitution,
fallait organiser les élections. Pour la toute première fois depuis 60, il ne faut pas oublier les élections libres, démocratiques et transparentes. Et on avait commencé par le processus d'enrôlement, ou les opérations d'enrôlement. 26 millions d'électeurs enrôlés en 2006. On avait un budget de 350 millions de dollars. Et ce financement, c'était par le partenaire de la RDC, PNUD de Nations Unies et tout le monde. On avait une commission électorale indépendante à l'époque. Ce n'était pas la CENI, c'était la commission électorale indépendante, CEI. À la tête de cette commission, un abbé, Apollinaire Malumalu, paix à son âme. Et pour moi, 2006, ou les élections de 2006, c'était une première expérience réussie. On peut mettre des avis, on peut critiquer ce processus ou les élections de 2006, mais c'était une expérience réussie. Premières élections depuis 1960. Mais malgré le bon déroulement de ce processus des élections, il y avait quand même des contestations de la publication des résultats. Contestation des résultats. Ici, même à Kinshasa. Et en tête, bien sûr, le candidat qui avait perdu n'avait pas reconnu le résultat de l'élection, mais aussi une partie de l'Église catholique. Oui, on ne connaît pas ce résultat des élections, etc. Mais qui a organisé les élections? Un abbé catholique. Autrement dit, le président de la CENI, abbé de son État, était désavoué. Et on avait une petite guerre ici dans la ville de Kinshasa, déclenchée par le candidat malheureux aux élections présidentielles en 2007. 2011, deuxième cycle des élections, est presque la même chose. Ce n'était plus un abbé catholique à la tête de la commission électorale, c'était plutôt un pasteur. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le président de la commission électorale nationale indépendante sont élus, si je peux m'exprimer ainsi, par ce qu'on appelle confession religieuse. Il y en a 7, je crois. Et les 7, ils avaient présenté leur candidat. En 2006, c'était l'abbé Malumalu.
un pasteur Bolunda, en 2011. Et maintenant, il y avait aussi des élections et on a un nouveau président de la CENI élu par les confessions religieuses. Parce que faisons partie de ce qu'on appelle la société civile. En 2011, on avait levé l'option de financer les élections nous-mêmes. Après avoir constaté beaucoup de tergiversations de la part de nos partenaires, et il était nécessaire, il était important, vu que les élections, c'est une question de souveraineté dans un pays, on avait levé l'option de financer les élections nous-mêmes. Le budget des élections de 2011, c'était entre 450 et 500 millions de dollars. 32 millions d'électeurs. Et le mois de novembre, on avait effectivement organisé les élections. Novembre 2011. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant l'organisation des élections de novembre 2011? Trois semaines avant l'organisation des élections, la même communauté internationale était venue me voir. J'étais déjà en campagne. Je ne sais même pas si j'étais à Djokopunda ou dans quel village. La communauté internationale, représentée par le représentant spécial du secrétaire général, était venu me voir, Monsieur le Président, les élections sont prévues dans 3 semaines, mais nous ne pensons pas que c'est le moment d'organiser ces élections. Est-ce que vous ne pouvez pas accepter, vu que on a déjà contacté les autres candidats, vous ne pouvez pas accepter que nous puissions organiser ces élections et les organiser d'ici 6 mois et pourquoi pas 9 mois? Ma réponse était catégorique. J'avais dit non. On ne peut pas faire ça. Les élections doivent être organisées comme prévu. Et c'était la fin de la réunion. Mais 2 jours après, la MONUSCO, qui avait pourtant accepté d'appuyer la commission électorale, appui logistique à la commission électorale, 2 jours après avait retiré cet appui logistique. Or, l'appui logistique, c'est ça l'élément clé, c'est ça la base d'une organisation ou de l'organisation des élections. Il fallait transporter les urnes, il fallait transporter les agents de la CENI. Mais on avait déjà levé l'option d'organiser ces élections nous-mêmes. Et on avait pris des mesures. On avait loué et les hélicoptères et les avions. Et c'est comme ça que les élections de 2011 ont été organisées. Contre la volonté les candidats malheureux n'étaient pas d'accord, n'ont pas accepté les résultats des élections. Et comme en 2011, une partie de l'Église catholique avait aussi rejeté les résultats des élections.